Il est sans conteste l'un des personnages les plus célèbres de l'Europe du XIXe siècle, Napoléon Bonaparte. Élu premier consul de France en 1799, il se proclame empereur en 1804 et se lance dans une vaste conquête de l'Europe ainsi que dans un bras de fer acharné contre l'Angleterre. Stratège de génie et grand chef d'État, il subit néanmoins de cuisantes défaites, d'abord en Espagne et lors de la campagne de Russie en 1812. Ces échecs le conduisent à abdiquer en 1814. L'empereur déchu est alors exilé sur l'île d'Elbe dont il est fait souverain. Mais le petit caporal, comme on l'appelle, n'a pas dit son dernier mot. Il prépare son retour qu'on appellera la campagne des 100 jours. Ultime tentative pour retrouver son pouvoir, son armée et la France. « 100 jours pour tenter le tout pour le tout, défaire les armées étrangères et chasser Louis XVIII du trône. 100 jours pour finalement échouer à Waterloo le 18 juin 1815. Vive l'empereur! Vive l'empereur! En 1814, les puissances alliées ont vaincu Napoléon et l'ont forcé à l'exil sur l'île d'Elbe, au large du nord de l'Italie. Les vainqueurs se réunissent à Vienne pour discuter de l'avenir de l'Europe et de la France. Avant sa chute, l'empire napoléonien tenait sous son autorité directe ou indirecte l'essentiel des 175 millions d'habitants de l'Europe, dont 50 millions de Français. L'objectif des négociations est simple, rétablir l'équilibre entre les puissances européennes pour empêcher que l'une prenne le pas sur l'autre. En cette année 1814, les principaux vainqueurs sont là, le Royaume de Prusse, la Grande-Bretagne, l'Empire d'Autriche et l'Empire russe. La France, puissance vaincue, est-elle représentée par Charles-Maurice de Talleyrand, politicien d'expérience et diplomate de génie. La philosophie du Congrès de Vienne est entièrement basée sur le principe d'équilibre, prôné depuis longtemps par l'Angleterre. Il ne peut y avoir une nation dominante sur les autres. Il ne faut pas qu'il y ait une puissance qui domine le continent au point d'y imposer sa loi, parce que pour le commerce britannique, ce n'est pas bon qu'il y ait une seule puissance qui domine le commerce continental. Et puis aussi parce que une puissance trop forte, ce n'est pas bon sur le plan politique. L'Europe d'avant la Révolution était arrivée à cette idée que le meilleur système, c'était un équilibre. Napoléon est l'héritier de la Révolution française. Quand il devient premier consul, c'est-à-dire chef d'État de la République, il hérite d'un territoire beaucoup plus grand que l'ancien, celui de la France de l'Ancien Régime. C'était déjà une France avec une dimension européenne qui allait jusqu'à la rive gauche du Rhin et était entourée de républiques sœurs, c'est-à-dire dépendantes de la France. On les appelait des États vassaux. Napoléon va désormais dominer l'Europe et y imposer une hégémonie française.
La langue française était la langue dominante des élites sur le continent. Cela facilitait cette vision. De plus, les idées de la Révolution que l'Empire napoléonien véhicule sont assez bien accueillies par une large partie des populations. On les retrouve essentiellement dans le Code civil, par exemple l'égalité en droit d'une part, ou les mesures qui favorisent la bourgeoisie au détriment de la noblesse de l'autre. Les idées de l'Empire de Napoléon étaient plus modernes que celles de l'Empire d'Autriche, du Royaume de Prusse et bien sûr de l'Empire des Tsars de Russie. Napoléon a donc été perçu, tout au moins au début, comme un phare de la modernité par un certain nombre d'élites européennes, parmi lesquelles les grands penseurs allemands de l'époque, comme Goethe ou Hegel. Ils voyaient en Napoléon la figure de l'avenir. Cet empire est devenu de moins en moins supportable pour les populations parce que la domination française était devenue trop forte. C'est à partir du moment où Napoléon a décrété le blocus continental vis-à-vis de l'Angleterre et empêché l'importation et l'exportation de produits vers la Grande-Bretagne qu'il a mis à mal le commerce et l'approvisionnement de pays entiers. Ce fut pour les grands ports d'Europe un manque à gagner tout à fait catastrophique. Pour les populations aussi, elles n'ont plus été approvisionnées en toute une série de produits comme le café ou le sucre par exemple. De plus, l'empire napoléonien a été difficilement accepté par les puissances qui avaient été vaincues par la France. L'empire des Habsbourg ou le royaume de Prusse ont été obligés de composer avec Napoléon. Ces pays avaient perdu des territoires et songeaient bien entendu à la revanche. C'est la campagne de Russie de 1812 qui va précipiter la chute de l'Empire. Napoléon est alors au sommet de sa gloire, il règne en maître sur la quasi-totalité du continent. Pourtant, les tensions diplomatiques avec le tsar Alexandre s'accentuent. La Russie, riche en matières premières, ne possède que très peu d'industries manufacturières et souffre énormément du blocus continental. Alexandre décide de le lever. Napoléon enrage et le pousse sur le chemin de la guerre. Une campagne mal préparée et sans doute irréfléchie sur le plan militaire. La Grande Armée envahit la Russie, les combats sont très violents. Malgré quelques victoires et la prise de Moscou, les Français sont obligés de battre en retraite. Le froid de l'hiver extrêmement rude et la politique russe de la terre brûlée finissent de décimer l'armée de Napoléon. La campagne de Russie se solde par un échec, les morts se comptent par centaines de milliers. Après la défaite, ses alliés commencent à changer de camp. Ils se liguent contre la France pour anéantir l'hégémonie qu'elle avait installée sur le continent. C'est la Grande-Bretagne qui est le principal moteur de ces coalitions. La puissance française était devenue beaucoup trop grande. On n'avait jamais vu ça, hein. C'était beaucoup plus grand que la puissance de Louis XIV encore. Donc on ne pouvait pas composer avec un pays aussi puissant. C'était pas normal, quoi. Ça portait en soi des germes de mécontentement. Et donc l'Angleterre a été, depuis le début, le moteur
des coalitions contre la France napoléonienne qui étaient trop fortes à ses yeux. Après la bataille de Leipzig en 1813, la coalition parvient à chasser l'armée française d'Allemagne. S'ensuit la campagne de France de 1814, dont la défaite conduit Napoléon à abdiquer et finalement à l'exil. Les puissances réunies à Vienne doivent trouver un nouveau souverain pour le trône de France qui soit à la fois légitime et allié. Le Congrès hésite entre plusieurs candidats. Il y a Louis XVIII, frère du roi Louis XVI, décapité après la Révolution. On pense aussi au fils de Napoléon, l'Aiglon. Certains envisagent même la possibilité d'une république. Le Congrès se décide et opte finalement pour Louis XVIII, malgré son manque de popularité qui pourrait être une cause de problème. Celui-ci débarque en France en avril 1814 et octroie au peuple privé de pouvoir une charte constitutionnelle. C'est la restauration de la monarchie. Louis XVIII est donc roi de France et non roi des Français. La France est limitée à ses frontières de 1792, elle ne doit donc pas trop subir la défaite car une France trop affaiblie nuirait à l'équilibre européen. Napoléon, lui, exilé sur l'île d'Elbe, prépare sa revanche, il quitte l'île en bateau avec en tête un seul objectif, Paris. Napoléon débarque à Golfe-Juan sur la côte d'Azur, non loin de Cannes. Les troupes françaises qui occupent la côte ne savent pas très bien comment réagir. L'empereur déchu reste prudent, il préfère prendre un itinéraire où il sait que la population lui est favorable. Comme il sait la Provence royaliste, il ne va pas remonter vers Avignon, puis vers le Rhône. Il passe plutôt par les Alpes, en direction de Grenoble. Ce n'est pas le chemin le plus facile, car il est beaucoup plus montagneux, mais il sait que par là il sera mieux accueilli. Il s'engage sur le chemin appelé depuis Route Napoléon, vers Digne, Sisteron, Gap et Grenoble. Un peu avant Grenoble, au défilé de la Fraye, l'attendent des unités d'infanterie qui sont sous le commandement du maréchal Ney. Le maréchal Ney n'est pas là, mais ce sont des troupes qui sont donc envoyées par Louis XVIII pour arrêter la progression de Napoléon. Alors là se situe l'épisode célèbre où Napoléon se dirige à pied vers les soldats qui veulent l'arrêter et il s'adresse à eux puisqu'il reconnaît le régiment. Et il avait toujours su parler à ses soldats, c'était une de ses grandes forces. Et les soldats, alors, le reconnaissent bien sûr, hein, ce sont des vétérans, donc ce ne sont pas des jeunes recrues, ce sont des gens qui sont déjà sous les armes depuis longtemps, qui se sont battus pour Napoléon. Et donc, après les